Au revoir Mireille Jourda. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour, merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, sénateur de la Vendée, président du groupe Les Républicains ici au Sénat. On va bien sûr longuement parler du projet de loi immigration. Hier soir, le Sénat a donc supprimé l'article 3 sur la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. C'était votre ligne rouge. Mais même si certains critères sont plus durs, il y a quand même un article sur les régularisations. Est-ce que du coup, c'est une victoire politique en trompe-l'œil pour vous ? Ah non, c'est une victoire politique. On l'a bien vu d'ailleurs hier, puisque le ministre a donné un avis très défavorable à notre amendement qui supprimait l'article 3. Ensuite, toute la soirée, la gauche s'est battue à la fois contre la suppression de cet article 3 et elle s'est battue ensuite contre notre amendement qui rétablissait, je vais en parler dans quelques instants, un article qui durcit les règles de la circulaire Valls. Et puis, dernière preuve, Monsieur Sacha Houlié qui, ce matin, dans le Figaro, dit « mais jamais, jamais on votera cela et on rétablira le texte initial ». Voilà. Comment vous réagissez ? On va revenir après dans le détail, mais comment vous réagissez à cette déclaration de Sacha Houlié ce matin qui balaie d'un revers de main l'accord au Sénat et le texte du Sénat ? C'est la preuve de ce que je dis depuis le départ. L'article 3, ça a été un condensé du « en même temps » macronien. C'était un gage à l'aile gauche de la Macronie, un gage de laxisme. Et ce gage de laxisme, je n'ai pas fait de fétichisme numérologique. C'est pas parce que le chiffre 3, qui est par ailleurs un très beau chiffre, me convenait pas. C'est simplement que l'article 3 donnait un droit automatique. C'est-à-dire que vous fraudez, vous entrez clandestinement sur le territoire français. Vous n'en avez pas le droit, mais vous fraudez. Et plus vous fraudez dans le temps, plus cette fraude est dissimulée et plus vous allez acquérir un droit qui sera un droit opposable à l'administration, donc automatique, à être régularisé. La fraude paye. C'est pas possible en droit français. Mais vous avez dit lundi dans votre discours d'ouverture que vous ne vouliez pas ouvrir de brèche à l'immigration illégale, d'où ce souhait de supprimer l'article 3. Sauf qu'il y a quand même un article, donc il y aura quand même des régularisations de gens arrivés en situation illégale. En quoi ça ouvre pas de brèche ? Je vais vous expliquer. Dès lors qu'on supprimait l'article 3 et l'article 4, j'espère qu'on en parlera aussi, c'est pas que l'article 3 qui a été supprimé, on se retrouvait dans la condition du droit réglementaire d'une circulaire Valls de la régularisation. Aujourd'hui, la circulaire Valls permet de régulariser à peu près 7000 personnes, notamment en matière de travail. Bien. Si donc on retombait sur cette circulaire Valls, il fallait absolument endurcir les critères. Parce que sinon, ça voulait dire qu'on acceptait les critères de la circulaire Valls. Mais pourquoi ne pas avoir demandé la suppression de la circulaire Valls dans ce cas ? Parce qu'il faut de toute façon forcément régulariser au compte-gouttes. Mais quand vous avez des gens qui sont méritants, dans des métiers qui sont vraiment en tension, moi ça ne me choque pas. Et ça a toujours été le cas sur tous les gouvernements, tous les présidents de la République. En revanche, ce que je voulais, c'est apporter un certain nombre de modifications. D'abord, première chose, notre article proclame tout haut qu'il n'y aura pas du tout de régularisation automatique. Il n'y a pas de droit opposable. Et puis on a durci à 4 niveaux. Premier niveau, il fallait, dans la circulaire Valls, travailler 8 mois sur 24 mois. On augmente de 50% cette durée. On passe de 8 mois à 12 mois pour pouvoir prétendre au premier critère. Deuxième chose, très important, fondamentale, on ne va pas demander au préfet de contrôler uniquement l'activité professionnelle. On va lui demander de bien regarder, à 360 degrés, les qualités de l'individu, s'il doit, si j'ose dire, respecter l'ordre public, s'il n'a pas été condamné, si, bien sûr, il respecte les critères et notamment les valeurs de la République, etc., etc. Donc, c'est ça qui est important pour voir s'il est vraiment intégrable. Et enfin, bien sûr, c'est l'employé qui va déclencher la procédure. Mais dès lors que l'employé, mais qui est clandestin, l'aura déclenché, l'administration s'en saisit et va aller faire un contrôle de l'activité réelle. Pourquoi ? Parce que c'est très facile de produire des fausses fiches de paye. L'article 3, c'était une machine non seulement à régulariser, mais c'est une machine à frauder. Et enfin, c'est expérimental. On a donné une sorte de date de préemption à le 31 décembre 2026, ce qui nous permettra de voir, d'expertiser pour corriger s'il le fallait. Et sur l'article 4, puisqu'on va en parler, c'était aussi une ligne rouge, c'était 3.4 sur le travail des demandeurs d'asile et qui autorisait certains demandeurs d'asile à pouvoir travailler dès le dépôt de leur demande. Pourquoi l'avoir supprimé ? Parce que c'était, là encore, le symbole de l'appel d'air. Vous avez en Europe 3 types de pays. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le droit d'asile en tant que tel, c'est l'accès du demandeur d'asile qui arrive sur le sol français et qui va accéder au marché de l'emploi.
il y a des pays qui font 9 mois. Il faut attendre 9 mois pour pouvoir avoir un emploi. Bien. Il y a des pays qui font 6 mois. Et nous, on serait dans le tout petit club des pays qui serait le plus laxiste. Au premier jour, vous pouvez travailler. Et avec l'article 3, vous travaillez ensuite. Admettons que vous n'êtes pas... vous êtes débouté, vous n'avez pas votre statut de réfugié. Vous pouvez, au bout d'un certain temps, vous faire régulariser. Donc on voit bien que la France se situait, non pas dans la moyenne des pays européens, mais elle se situait parmi les pays européens les plus laxistes. C'est pas possible. Nous, on veut reprendre le contrôle de l'immigration et par conséquent, nous voulons des messages de fermeté. Aucune brèche, nulle part. Mais sauf que Gérald Darmanin, hier en séance, il a dit que l'essentiel était préservé et qu'il y aura quand même des régularisations. Est-ce qu'il n'y a pas un loup politique du coup ? Non, mais attendez, là, on était sur l'article 4, oui, on revient sur l'article 3. Mais sur le global. Gérald Darmanin. Sur cet accord qui a été signé avec les centristes. Mais pourquoi alors Gérald Darmanin s'est opposé à la suppression de l'article 3 ? Pourquoi la gauche, toute la nuit, nous a dit mais non... Mais pourquoi il dit que c'est un compromis acceptable ? mais tout simplement parce que Gérald Darmanin, son souci, on le voit bien avec M. Sacha Houlié, qui représente l'aile gauche, mais qui est en même temps le François-Noël Buffet de l'Assemblée nationale, le président de la commission des lois, ça n'est pas rien. C'est dans sa commission que les députés examineront le texte. Eh bien, M. Darmanin, il doit concilier l'inconciliable. Il est dans le en même temps. Il faut qu'il fasse croire à ses députés que finalement, il aura été battu au Sénat. Nous l'avons battu hier soir, puisque nous avons supprimé l'article 3, mais que c'est pas très grave. C'est comme si finalement, c'était la même chose. On change le numéro d'article, mais le contenu est le même. Tu parles. Donc pour vous, c'est l'inverse. C'est une belle victoire. Pour vous, c'est très franchement, il y a 48 heures, vous m'auriez dit que ça se serait terminé comme ça, je ne vous aurais pas cru. Ça a été dur ? Bien sûr, c'était dur. Ce compromis avec les centristes ? C'est pas tellement parce qu'on a de bonnes relations avec Hervé Marseille, mais c'est beaucoup plus que la majorité sénatoriale qui se joue. Vous savez que 74% des Français, de tous bords, ne veulent plus d'immigration. En tout cas, ils considèrent qu'il y a trop d'immigration. Ce qui est nouveau, c'est que même les sympathisants de LFI, de l'extrême gauche, sont plus nombreux à dire qu'il y a trop d'immigration qu'à ceux qui pensent encore que c'est une chance pour la France. Donc nous, et moi je me sentais comptable de ça, je ne voulais pas entraîner le Sénat dans un texte qui, là encore, aurait exagéré la vague migratoire. C'est cette bataille qui se joue aujourd'hui. Et si on perdait cette bataille, on déroule un tapis rouge à Mme Le Pen. Tous les laxistes que j'ai entendus hier soir, ce sont finalement, quelque part, les idiots utiles de ceux qui pourraient demain faire le jeu de cette montée, justement, des partis populistes et démagogues. Est-ce que vous avez la garantie que les Républicains de l'Assemblée vous suivront et suivront la version de votre texte ? Maintenant, les choses sont assez claires, en tout cas, puisque M. Houlié dit on va détricoter le texte du Sénat. Nous rétablirons le texte de l'exécutif. Mais on va parler de Sacha Houlié, mais les LR de l'Assemblée. Est-ce qu'ils vont vous soutenir ? Non, mais le texte va être détricoté. Donc, nous, on va observer d'ici, mais eux, à chaque détricotage, ils pointeront du doigt, précisément, les abandons. Et vous êtes sur la même ligne ? Et on est absolument sur la même ligne. Et je vais au-delà. Vous savez qu'une loi, c'est un match en 3 manches. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, et il y aura une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, parce qu'il n'y aura pas d'accord dans un premier temps entre les 2 chambres. Croyez-moi, si le texte il est détricoté, ce sera niette. On va parler de la 3e manche, mais sur la 2e, pour revenir à cette interview de Sacha Houlié, qui, en plein examen du texte au Sénat, dit déjà qu'il ne tiendra pas compte de votre version et qu'il rétablira le texte ambitieux de l'exécutif sur l'immigration. C'est ce qu'il dit. Comment vous jugez cette interview ? Elle est méprisante. Là, je pense qu'il a fait une faute de quart politique. On peut parfaitement s'opposer. Mais si, comme je le pense, il est attaché au parlementarisme, aux procédures parlementaires, tout simplement, il aurait dû attendre. Je pense que, en plein texte, alors même que nous n'avons pas voté le texte, prendre une position en disant ce que fait le Sénat, peu importe, on s'assoit dessus, on le détricotera. Bon, en précisant que de toute façon, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, c'est une faute. On verra bien. Qui se méfie ? Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ceci dit, pour moi, c'est en quelque sorte une nouvelle preuve. La preuve que ce que nous avons fait avec les centristes, cet accord-là, c'est la sortie vers le haut. Parce que si cet accord était simplement une façon de camoufler une reddition,
camoufler le fait qu'on recycle sur un autre numéro le fameux article 3. Jamais Sacha Houlié ne l'aurait dit. C'est bien parce qu'il était piqué au vif. C'est bien parce qu'il voit ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous avons fait, c'est donc la suppression de l'article 3 et l'article 4. C'est donc le durcissement catégorique de la circulaire Valls. Et on a passé, pour l'instant, une douzaine de nos marqueurs extrêmement puissants qui vont envoyer des signaux à toutes les mafias, à toutes les filières de passeurs, comme quoi aujourd'hui l'immigration illégale n'est pas la bienvenue en France. Sur la troisième manche, justement, sur la CMP, la réunion entre députés et sénateurs, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura un compromis possible? Bon, si j'en crois M. Sacha Houlié, non. Donc comment on en sort? Les choses sont très claires. Le texte est détricoté, il va en commission mixte permanente, où nous, on gagne, c'est-à-dire où on rétablit ce qui aurait été détricoté à l'Assemblée, et alors on peut le voter. Mais si c'est un texte, une fois de plus, dû en même temps, un faux semblant, pas question de tromper les Français, pas question de tricher, on s'opposera à ce texte. À quel compromis êtes-vous prêt, vous, en commission mixte paritaire? Sur l'article 3, on comprend que c'est une ligne rouge. Est-ce que vous êtes prêt à un compromis sur l'aide médicale d'État? Non. Non. Aucun compromis? Non, mais attendez. Mais dans une négociation, il faut bien un peu lâcher de l'Est, M. Retailleau. Non. Sur rien. Je vais vous expliquer notre ligne. Aujourd'hui, la France est submergée par un chaos migratoire. Nous voulons y mettre fin. Les Français veulent y mettre fin. Bien. Pour y mettre fin, il faut être inflexible. Il ne peut pas y avoir de brèche. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'amener la France à être non pas parmi les pays les mieux-disants, un des pays qui offre le plus d'avantages aux immigrés, légaux ou illégaux, à travers le regroupement familial, à travers l'accès gratuit aux soins, etc., y compris la naturalisation. Ce que nous voulons, c'est amener la France à une moyenne des pays européens, pour que la France ne soit pas justement la mieux-disante. L'aide médicale d'État, mais vous savez que pratiquement la totalité des pays européens pratiquent une AMU. Quand j'entends mes collègues, y compris des médecins, dire « mais attendez, mais ce que fait le Sénat, c'est horrible », il y aura des problèmes de pandémie, il y aura des problèmes de santé publique. Mais attendez, mais avant 99, quand l'AME a été votée par la gauche d'ailleurs, est-ce qu'avant, il y avait des problèmes de pandémie? Est-ce qu'en Allemagne et ailleurs, dans tous les autres pays européens qui ne pratiquent pas l'AME, est-ce qu'il y a des problèmes de santé publique? Bien sûr que non. Encore une fois, ce sont des appels d'air, ce sont des brèches. Donc, pas question de laisser mourir les gens, pas question de laisser une femme qui est enceinte, qui va accoucher dans la rue. C'est pas ça notre projet. C'est simplement de remettre la France dans la moyenne des pays européens pour pas se faire remarquer. Parce que sinon les filières, ceux qui pratiquent la traite des êtres humains, connaissent exactement les législations. Ils vont orienter les nouvelles vagues migratoires qui seront encore plus fortes à l'avenir. Mais ça on comprend, mais si vous n'êtes prêt à aucun compromis, il y a un risque que la CMP échoue et que du coup il n'y ait pas de texte. Est-ce que c'est pas risqué? Il y aura toujours un texte. Oui, il y aura un texte, mais qui ne sera pas le vôtre. En 2018. Mais est-ce que c'est pas risqué politiquement pour vous, parce que vous aurez un texte moins ferme que ce que vous auriez pu espérer en lâchant un peu de l'Est? Écoutez, vous avez une bonne mémoire. En 2018, la loi Collomb. Et j'étais exactement interrogé dans les mêmes termes. La loi Collomb me disait, oui, mais ça durcit par exemple la durée de rétention. Très bien. Mais ça élargissait les capacités du regroupement familial, notamment pour les mineurs non accompagnés. On l'avait voté en première lecture au Sénat, et on l'a refusé, d'abord en CMP, et on a voté contre ce texte. Heureusement qu'on a voté contre ce texte. C'était en 2018. L'année d'après, la France battait malheureusement tous les records qu'on n'ait jamais connus sur l'immigration. Donc nous avions eu raison. Eh bien là, c'est pareil. Moi, ce que je veux, c'est le bien du pays. Je ne raisonne pas en fonction des intérêts politiciens, comme certains peuvent le faire, et à droite ou à gauche, ou au centre. Ce que moi je veux, c'est un texte utile, qui nous permettent de reprendre la maîtrise des outils juridiques qu'on a abandonnés depuis longtemps, qui nous permettent de réguler l'immigration. Donc, ou ces outils-là seront dans le texte, ou s'ils n'y sont pas, ce sera non. Un dernier mot sur l'immigration, puisque Emmanuel Macron a écrit au président de parti dimanche soir pour dire qu'il était ouvert à un élargissement des critères du référendum pour permettre un référendum sur les questions de politique migratoire. C'est une main tendue envers vous, ça ? Ce sont des mots, Alors, vous ne croyez pas que ça s'entende en acte ? Non, mais ce sont des mots qui sonnent juste à nos oreilles. Parce que je pense qu'il faut permettre aux Français de se déterminer pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas un phénomène
qui a autant bouleversé depuis un demi-siècle la société française, sans que les Français n'aient jamais été consultés. Puis surtout, les résultats d'un référendum s'imposent au Conseil constitutionnel. Vox populi, vox dei. Bien. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, avec Emmanuel Macron, il y a toujours très très loin des mots aux actes, très très loin. Et vous savez très bien que pour trouver, alors qu'il n'y a même pas de majorité absolue à l'Assemblée, pour trouver une majorité renforcée de 3/5 sur une question très importante où on va se déchirer, parce que certains voudront non seulement la migration, mais d'autres domaines, et d'autres beaucoup moins. Certains voudront qu'il y ait des initiatives citoyennes, et d'autres pas. Je n'y crois pas. Donc pour vous, ça n'aboutira pas, cet élargissement du référendum. Je n'y crois pas. Ceci dit, j'espère me tromper. Si demain, Emmanuel Macron propose un texte où il y a la capacité de se retourner vers les Français pour un référendum sur l'immigration, je dirais oui. Mais très franchement, je n'y crois pas du tout. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont appelé à une marche civique contre l'antisémitisme dimanche, et la participation du Rassemblement national divise la classe politique. Hier, ils ont annoncé qu'ils ne marcheraient pas aux côtés du Rassemblement national. Est-ce que pour vous, la présence du RN est un problème ? Moi, je suis stupéfait de cette polémique. Parce qu'on est en train d'oublier cette initiative que je veux saluer de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet. Le ministre de l'Intérieur, hier, aux questions d'actualité, nous a donné un chiffre stupéfiant. Depuis le 7 octobre, 1154 agressions antisémites en France, soit en un mois, 3 fois plus, je crois, que dans toute l'année 2022. Vous vous rendez compte ? Et on est en train de se perdre sur une polémique politicienne. Cette marche-là, tous les Français sont bienvenus. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs appartenances politiques, peu importe. Je défilerai non pas aux côtés de Mme Le Pen, mais aux côtés de Gérard Larcher et de Mme Yaël Braun-Pivet. Ce qui est terrible, vous voyez, c'est qu'en plus on tombe dans un panneau. Un panneau qui a été tendu aussi par M. Mélenchon, qui a pris le prétexte de la présence du Rassemblement national pour s'exonérer de sa propre présence. Tout simplement parce que, je parle de prétexte, puisque lui... il a parlé de prétexte d'antisémitisme. Vous avez vu son tweet en indiquant qu'il condamnait cette marche parce que c'était le soutien des amis inconditionnels du massacre. Mais le massacre, c'est le Hamas. Vous vous souvenez le tweet qu'il avait fait odieux contre Mme Yaël Braun-Pivet, où il l'accusait justement de massacre. Mais le massacre, de camper à Tel Aviv, c'est le Hamas. Et là encore, ce que je veux dénoncer, c'est ça le scandale. Est-ce que vous avez oublié justement que M. Mélenchon et ses amis, il y a quelques années, en 2019, battaient le pavé. Eux, ils n'avaient pas refusé d'aller à cette marche qui était encouragée par le CCF. C'était des islamo-gauchistes. Et cette marche, il y avait des cris de Allahu Akbar. C'est ça qui est absolument scandaleux. L'antisémitisme a muté en France. Mais qu'est-ce que vous voulez dire juste ? Est-ce qu'il y a une forme d'antisémitisme à la France insoumise ? Mais bien sûr, l'antisémitisme s'est longtemps nourri sur le terreau de l'extrême droite en France. Ça n'est plus le fascisme aujourd'hui en France qui est le terreau de l'antisémitisme. Mais il y a de l'antisémitisme chez Jean-Luc Mélenchon ? C'est l'islamo-gauchisme. Jean-Luc Mélenchon, il y a de l'antisémitisme ? Sous le masque de l'antisionisme, je l'affirme. Sous le masque de l'antisionisme, bien sûr. Bien sûr. Et du coup... Refuser, vous vous rendez compte ce qu'a fait le Hamas en coupant en deux des enfants, en détenant des vieillards comme otages. Je sais que le plus jeune, je crois, otage doit avoir 9 ou 10 mois. Vous vous rendez compte ? Couvrir cette barbarie. Ils s'en rendent complices. On a compris votre position sur la France insoumise, mais du coup sur le Rassemblement national. Quand on a Jordan Bardella qui dimanche soir dit « je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite », est-ce que c'est pas un problème qu'il soit présent dimanche prochain à cette marche ? Non, mais ça, cette déclaration, évidemment que jamais il aurait dû la faire. Ce que je vais vous dire, moi, c'est que on parlait tout à l'heure de la proposition du référendum de M. Macron. Elle est née où, cette proposition ? Elle est née de la rencontre de Saint-Denis. Il a organisé une rencontre avec tous les chefs de parti. Est-ce qu'il a refusé M. Bardella ? M. Bardella, vous l'avez aperçu, il était dans le tour de table. Pire même, je vais vous dire. Les proches de M. Macron n'ont cessé, dans les commentaires faits à la presse, de tresser des couronnes de laurier à M. Bardella. Voilà. Donc, où on considère que le Rassemblement national n'est pas un parti républicain, alors il faut le dissoudre, et ce serait stupide. Ou alors, est-ce que vous voulez, ils défileront de leur côté, ils sont dans la manifestation, mais moi, oublions ces querelles politiciennes. Mais dans le même temps, Olivier Véran dit au nom du gouvernement, lui, que c'est un problème, la présence du Rassemblement national à cette marche. Olivier Véran peut-être, mais Olivier Véran, c'est Olivier Véran, point final. Voilà. Il oublie qu'il y a l'antisémitisme. Et ces gens-là se perdent dans des querelles politiciennes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu d'unité nationale sur quelque chose qui est gravissime, l'antisémitisme ?
chacun devrait se sentir un peu juif. Vous voyez, quand on touche à un juif, on touche aux Français. Quand on touche à nos compatriotes, c'est à nous qu'on touche. Sans doute on ne dit pas la même religion, mais peu importe. On n'est pas français à mesure de sa religion, de sa croyance, de ses origines. On est français parce qu'on est français, point final. On aime la France. Donc chaque Français doit se sentir concerné, parce que nos compatriotes français juifs sont d'abord des Français. Vous avez rappelé le chiffre donné hier par Gérald Darmanin en question d'actualité, 1159 actes antisémites depuis le 7 octobre. Vous l'avez dit, c'est 3 fois plus que l'année 2022. Et sur le profil des auteurs, ils sont de plus en plus jeunes. C'est ce que vous a dit hier Gérald Darmanin, qui s'est dit prêt à détailler devant vous le profil de ces auteurs. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit auditionné, Gérald Darmanin, sur cette résurgence de l'antisémitisme? Mais il le sera, il le sera. Je sais qu'il le sera dans le cadre vraisemblablement de la commission des lois. Il faut absolument comprendre. Il faut comprendre. Et il faut qu'on ait le constat, justement, d'où viennent ces actes, pour qu'on en tire d'abord un consensus sur le constat, le diagnostic, et essayer d'en tirer des remèdes ensuite. Il sera auditionné quand? Et dans quel cadre? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une commission d'enquête sur cette résurgence de l'antisémitisme? On a un certain nombre d'outils. De toute façon, l'audition peut se dérouler en dehors d'une commission d'enquête. On verra. Vous ne souhaitez pas pour le moment? Écoutez, attendons le constat. On a déclenché une autre commission d'enquête sur le narcotrafic, qui est aussi un énorme problème qui menace la sécurité, la tranquillité de notre pays. Mais on essaie de faire face à l'ensemble des problèmes, oui. Un mot, on va revenir sur la commission d'enquête sur le narcotrafic, mais pour terminer sur ce qui se passe en Israël, aujourd'hui, il y a une conférence humanitaire qui aura lieu à l'Élysée, à l'initiative d'Emmanuel Macron, pour aider notamment les civils dans la bande de Gaza. C'est une bonne initiative? Bien sûr, c'est une bonne initiative. Je pense qu'on peut parfaitement être aux côtés d'Israël. On peut parfaitement vouloir l'éradication de ce mouvement islamiste, terroriste, qu'est le Hamas, mais rappeler quand même qu'il y a un droit international, un droit humanitaire, et qu'il ne faut pas le négliger. Sur la commission d'enquête sur le narcotrafic, puisqu'elle a été lancée, quel est l'objectif? Qui allez-vous auditionner? Vous savez, cette commission d'enquête, c'est tout simplement que le narcotrafic en France, les Français l'ignorent, est en train de prendre une dimension incroyable. Il y a un échec successif des différents gouvernements, et de ce gouvernement en particulier. Moi, j'étais stupéfait, en Vendée, de voir et d'apprendre un beau jour que dans une toute petite commune, vous voyez, de quelques centaines d'habitants, il y avait des tenanciers d'un bar-restaurant qui étaient en lien direct avec l'Afrique du Sud et qui trafiquaient. Ça imprègne pas seulement les banlieues, pas seulement les grandes villes, ça imprègne tout le territoire français. L'Office français, justement, pour la lutte contre les stupéfiants, nous apprend que 80% des règlements de compte, aujourd'hui en France, à Marseille et ailleurs, c'est le narcotrafic. Et il y a des milliers de points de deal. La France est en train d'être gangrénée, et on veut vraiment, avec cette commission d'enquête, là encore, faire un constat, voir quelle est, dans l'écosystème du narcotrafic, la place de la grande criminalité, et surtout faire des propositions pour avoir des vrais remèdes. On n'éradiquera pas le narcotrafic en quelques jours, parce que je pense que ses racines, désormais, sont profondes en France. On veut comprendre, justement, ces mécaniques pour essayer de couper la tête de cet hydre qui menace la tranquillité et la paix en France. Un dernier mot sur les européennes. Les Républicains n'ont toujours pas désigné leur tête de liste. Et Hervé Marseille, qui en plus d'être le patron des sénateurs centristes, est aussi le président de l'UDI. Et lui, il semble favorable à une liste entre l'UDI et la majorité présidentielle. Est-ce que ce serait dommageable pour la majorité sénatoriale? Moi, j'ai toujours pensé que la majorité sénatoriale, c'était pas la majorité présidentielle. Dans tous nos votes, d'ailleurs. Il faut faire le calcul. Et on n'est jamais, d'ailleurs, dans une opposition pavlovienne. On est dans une opposition que je qualifie d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'être utile pour les Français. Moi, en tout cas, je pense qu'on veut porter, j'espère que ce sera notre tête de liste, François-Xavier Bellamy, un projet qui véritablement défende les intérêts français. Vous savez, je voudrais simplement dire que le groupe de M. Macron, et je voudrais que les sénateurs centristes l'entendent, en Europe et au Parlement européen, se sont opposés à un certain nombre d'amendements que nous portions. Le PPE notamment, qui est le parti de droite, qui est le premier parti au Parlement européen notamment, pour renforcer les protections aux frontières contre l'immigration. À 2 exceptions près, ils ont voté contre. Et pareil, sur l'inclusion du nucléaire. La plupart, M. Canfin, qui est un macroniste, qui est président d'une grande commission d'ailleurs au Parlement européen, elle lui aussi nous a pas facilité les choses. Donc moi ce que j'observe, c'est que le groupe Renew à Bruxelles est un groupe très à gauche.
Mais donc, qu'est-ce que vous lui dites à Hervé Marseille? De faire une liste commune avec vous? Moi, je préférais, bien sûr. On fait cause commune ici au Sénat. Je préférais qu'on fasse aussi cause commune. Et du coup, ça aurait des conséquences si jamais il va avec Emmanuel Macron. Je ne vais pas prononcer de fatwa. Je veux dire que là, la vie est suffisamment difficile en France pour ne pas ajouter d'autres dimensions à notre vie politique nationale. Merci Bruno Retailleau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité politique. On va reparler du projet de loi immigration et de la marche contre l'antisémitisme tout de suite dans le club.